Donc bonjour à toutes et à tous. Donc, comme on vient de vous le dire, je travaille chez Airbus, donc la partie spatiale. Je ne vais pas vous parler d'avion aujourd'hui. Et je vais vous parler de voyages interplanétaires avec une sonde robotique. On parlera peut-être de voyages interplanétaires un jour avec des humains. Et je vais vous parler plus particulièrement des défis techniques associés à ces voyages et illustrés par le projet et le programme Bepi Colombo, dont la sonde vient juste d'être lancée il y a quelques jours. Et vous verrez un petit peu les complexités qui sont associées à ce type de voyage, déjà pour une sonde robotisée. Donc Bepi Colombo, vous voyez un petit peu l'image ici. Donc il a été lancé il y a une dizaine de jours par Ariane 5. Donc c'est la photo que vous voyez ici. Donc il a décollé de Kourou le 19 octobre, ou heure de Guyane française. Et le voyage a débuté, comme il est marqué ici, avec une vitesse initiale, une fois que Bepi Colombo a quitté l'attraction terrestre, aux environs de 120 000 km/h. Donc un petit peu plus rapide que le record de vitesse du TGV. Donc il faut avoir en tête que pour quitter l'attraction terrestre, il faut déjà lancer donc la fusée Ariane 5, décolle de la Terre, éjecte le satellite, et il faut qu'il soit éjecté à une vitesse de plus de 11 km par seconde, donc de plus de 40 000 km/h à peu près. Et après, la vitesse du le satellite sort de l'attraction terrestre, et sa vitesse se compose avec celle de la Terre, qui est aux alentours de 30 km par seconde. Donc voilà le début du voyage qui s'est passé sans encombre il y a une dizaine de jours. Et voilà à quoi ressemble un petit peu la sonde. Donc la sonde, en fait, c'est un satellite multiple avec quatre grandes composantes. Donc une première composante qu'on appelle un module de transfert. En fait, c'est la locomotive du satellite. C'est un module qui permet de faire le voyage. Je vous expliquerai un petit peu après comment on fait le voyage, qui n'est pas une ligne droite du tout, entre la Terre, après avoir quitté la Terre, et pour arriver sur Mercure, et pour être capté par l'attraction terrestre de Mercure et orbiter autour. En fait, c'est un empilement, ce satellite, donc c'est quatre modules empilés. Donc le deuxième module, c'est un des deux orbiteurs, parce qu'en fait, il y a deux orbiteurs, deux sondes qui vont orbiter à des orbites différentes autour de Mercure. Donc on appelle l'orbiteur planétaire. Donc c'est un orbiteur qui va, comme c'est symbolisé ici, qui va rester à une orbite entre 500 et 1500 km autour de Mercure, qui va vraiment observer la planète de près. On parlera un petit peu des types d'instruments. Donc comme les satellites d'observation de la Terre tournent autour de la Terre. Après, il y a un deuxième orbiteur qui s'appelle l'orbiteur magnétosphérique. Et comme son nom l'indique, il va étudier la magnétosphère de Mercure, qui est quelque chose de particulier et de pas très bien connu. Donc lui, il aura une orbite très très elliptique. Donc il passera très proche de Mercure, comme le premier orbiteur, mais il aura une orbite très très allongée à plus de, alors j'arrive plus à lire le chiffre d'ici, plus de 10 000 km de Mercure pour traverser toute la magnétosphère. Et pendant ce voyage, comme évidemment on s'approche de plus en plus du Soleil, cet orbiteur qui est au sommet de l'empilement du satellite doit être protégé, en particulier des rayonnements visibles, des rayonnements thermiques du Soleil. Et donc il y a un gros pare-soleil qu'on appelle le MOSIF qui entoure cet orbiteur dans un cocon pour que les températures des différents équipements de cet orbiteur magnétosphérique restent dans des gammes, on va dire, raisonnables. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble le satellite vu de l'extérieur. Donc on retrouve ici le module de transfert, de propulsion. Ici, c'est le module de l'orbiteur planétaire. Là, le pare-soleil. Et à l'intérieur, on a l'orbiteur magnétosphérique. Donc, vous voyez un petit peu la taille du satellite. Donc, ça fait plus de 6 mètres de haut. Donc, c'est assez immense. Plus de 4 mètres de diamètre. Et ça fait un peu plus de 4 tonnes au lancement. Donc, c'est une sonde assez importante. Je n'ai pas forcément l'image ici de
du volume sous la coiffe d'Ariane 5, ça occupe une petite moitié de la coiffe d'Ariane 5. Quand on lance des satellites autour de la Terre, par exemple des satellites de télécommunication, donc ils vont après en orbite géostationnaire, on arrive à mettre 2 satellites comme ça sur le même lanceur, avec la même puissance. Pour sortir de l'attraction terrestre, on en met un seul. Donc voilà un petit peu les ordres de grandeur et à quoi cela peut ressembler. Donc la première question, c'est comment on va vers Vénus, combien de temps ça prend et comment on s'y prend. J'ai parlé très rapidement donc, de la première étape, c'est le lancement et sortir de l'attraction terrestre. C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Et après, donc, on sort de l'attraction terrestre et on se retrouve sur une orbite proche on va dire un peu elliptique, mais proche de l'orbite terrestre. Donc en gros, on tourne autour du Soleil avec une orbite proche de celle de la Terre. Donc pour aller vers Mercure, il faut aller vers le Soleil, mais il ne faut pas aller vers le Soleil, si je puis dire, n'importe comment. Donc on voit ici que le voyage va durer un petit peu moins de 9 milliards de kilomètres, alors que la distance en ligne droite entre la Terre et Mercure, bon, suivant les époques, mais on peut trouver des époques où la distance est autour de un petit peu plus de 200 millions de kilomètres. Mais si on avait un lanceur très puissant, si on allait très très vite vers Mercure, en ligne droite ou quasi, on arriverait très très vite vers Mercure, on passerait Mercure, on verrait Mercure pendant quelques jours, et puis on se retrouverait sur une orbite, sur une autre orbite autour du Soleil. Donc c'est pas très, très intéressant de développer des projets avec des satellites aussi immenses pour avoir des missions qui ne durent que quelques jours. Bon, c'est ce qu'a fait la NASA avec New Horizons, la sonde qui est passée très proche de Pluton. Donc ils ont un lanceur surpuissant, qui est bien plus puissant encore que Ariane 5. Ils sont partis très vite, ils ont croisé aux alentours de Jupiter et ils sont passés autour de Pluton. Bon, c'était une première parce qu'ils ont vu Pluton, mais la mission n'a duré finalement que quelques semaines. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est aller vers Mercure, mais aller vers Mercure, on va dire de façon douce, pour arriver autour de Mercure et après pour mettre les sondes, donc les orbiteurs, en orbite autour de Mercure. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est on utilise 2 systèmes. Un système qui est interne au satellite, donc ce qu'on appelle des systèmes de propulsion avec des tuyères, donc qui peuvent soit accélérer, soit freiner, hein, qu'on a sur tous les satellites. Donc ici, on y reviendra un petit peu, on a une technique un peu particulière sur le voyage qui est d'utiliser la propulsion électrique. Et donc la propulsion électrique, on peut injecter des impulsions assez faibles, mais pendant très longtemps. Et donc on va utiliser cette propulsion électrique. Sur le voyage de 7 ans, elle va être utilisée continuellement plus de 2 ans. Donc ça permet de freiner. Et on utilise aussi une autre technique ou une autre méthode qui est utilisée pour beaucoup de sondes interplanétaires. C'est ce qu'on appelle les manœuvres d'assistance gravitationnelle. Donc on utilise la mécanique orbitale et on amène la sonde à passer proche d'une planète. Et donc, suivant la distance à la planète, suivant la vitesse à laquelle on arrive, on repart, on est défléchi, on repart avec un autre angle et on repart avec une autre vitesse. Donc, si on arrive devant la planète, si je puis dire, devant le vecteur de vitesse de la planète, on peut être accéléré. Si on arrive derrière, on peut être freiné. Donc, les vitesses se composent. Donc là, on va chercher pour descendre en termes d'altitude par rapport au Soleil ou de distance par rapport au Soleil, on va chercher à freiner le satellite. Donc on va faire une première orbite donc, autour du Soleil selon l'orbite terrestre. On aura une première assistance gravitationnelle autour de la Terre, ce qui va progressivement nous amener sur une orbite proche de celle de Vénus. On refera cette manipulation, si je puis dire, 2 fois autour de Vénus, et après on arrivera progressivement, gentiment, avec des orbites elliptiques autour de Vénus. Quand on aura fait toutes ces manœuvres, on arrivera à une vitesse proche de celle de Mercure autour du Soleil. Et en fait, il faut qu'on arrive à une vitesse égale ou proche de celle de Mercure autour du Soleil, avec une différence de moins de 4 km par seconde, qui est la vitesse de libération. Et donc, si on arrive avec une différence de vitesse aussi faible, on est capté naturellement par l'attraction gravitationnelle de Mercure. Et donc c'est tout l'enjeu de tout ce périple, et ce périple qui dure effectivement un peu moins de 9 milliards de kilomètres et 7 ans. Et donc, quand on arrive sur la dernière manœuvre, on est capté par l'attraction gravitationnelle de Mercure. Et donc là, ce qu'on fait à ce moment-là, donc il y a des manœuvres spécifiques.
On commence à approcher les deux orbiteurs. Une fois qu'on est capturé par l'attraction gravitationnelle de Mercure, on sépare les deux orbiteurs, on sépare du baffle et on se retrouve avec les deux. Ce qu'on veut effectivement au niveau de la mission, c'est avoir les deux orbiteurs autour de Mercure dans les orbites que j'ai mentionnées. Après cela, donc la mission dure nominalement 1 an, mais il est très fort probable qu'elle sera prolongée au moins 2 ans, avec les deux orbiteurs dont on a parlé, qui feront la science autour de Mercure. Donc voilà un petit peu l'explication du voyage un peu complexe pour aller vers Mercure. Mais si on va sur une autre planète, c'est un petit peu la même histoire et le même type de chemin. On est en train de développer en ce moment une sonde qui va aller vers Jupiter et le système de Jupiter. Et on fait le même type de chemin, sauf que pour aller vers Jupiter, il faut accélérer. Et donc là, on passe autour de la Terre, autour de Mars, puis après autour de Jupiter et de ses satellites. Voilà un petit peu la façon dont les orbiteurs vont travailler une fois qu'ils sont amenés sur Mercure. Donc on voit ici l'orbiteur planétaire qui est le plus proche. Donc lui, il regarde tout le temps la planète, un petit peu comme un satellite d'observation de la Terre. Il est orienté tout le temps vers la planète. Et l'orbiteur magnétosphérique, donc on voit la magnétosphère qui est dessinée ici. Lui, il tourne sur lui-même un peu comme une toupie, ce qu'on appelle un mode spiné, ce qui permet d'égaliser, entre autres, les températures sur l'ensemble de l'orbiteur, ce qui permet aussi de le stabiliser, et ce qui permet d'avoir des panneaux solaires qui sont fixés sur le corps, contrairement à un orbiteur planétaire ici, qui a des panneaux solaires un petit peu classiques, comme vous le voyez sur des satellites habituellement. Donc le premier orbiteur, voilà un petit peu plus de détails. Donc on a parlé de l'orbite tout à l'heure. Il est un des points critiques et difficiles sur Mercure. Bien évidemment, c'est la chaleur. Vous êtes très proche du Soleil, la planète est très chaude, on y reviendra avec quelques ordres de grandeur. Donc en fait, tous les instruments, on voit juste des fenêtres ici, les instruments sont derrière, les instruments sont dans un cocon, derrière un écran ici qui protège du Soleil. Donc il y a un gros écran solaire et un gros cocon autour pour permettre aux instruments de travailler à des températures autour de 20 degrés, on va dire des températures qui peuvent être supportées par des électroniques, des optiques, des cols, etc. Donc lui, il est orienté vraiment en permanence vers la planète. Et donc voici le deuxième orbiteur. Donc on l'a vu sur la petite animation. Donc il est spiné. Donc les panneaux solaires sont ici, sont fixés sur le corps. Ce qui n'est pas un problème, puisque comme l'orbiteur tourne sur lui-même en permanence, il y a toujours une partie qui voit le Soleil. Donc on capte toujours de la puissance avec un orbiteur qui marche un peu comme une toupie. C'est un peu le même principe. Si vous avez vu les premiers satellites Météosat qui ont sorti les premières images de cartes météo à la télé, donc ces satellites étaient aussi spinés. Donc ils étaient avec un corps sphérique avec des panneaux solaires sur tout le tour. Et donc ils avaient toujours ils étaient stabilisés comme ça et ils avaient toujours on va dire une partie des panneaux solaires, des cellules solaires illuminées par le Soleil. Donc pourquoi on fait cette mission et pourquoi on fait ces orbiteurs? C'est vraiment pour faire de la science. Alors, je ne suis pas un spécialiste scientifique, il y a des scientifiques bien plus éminents que moi ici, mais voilà un petit peu les différents thèmes de recherche scientifique qui vont être travaillés sur cette mission. Il faut savoir qu'il y a très peu de missions qui ont été sur Mercure, c'est un peu une planète inconnue. Il y a une première mission qui s'appelle Mariner 10 américaine qui a été envoyée sur Mercure dans les années 70, donc avec les moyens techniques des années 70. Et une deuxième mission plus récente aussi américaine qui s'appelle Messenger et qui a été envoyée, donc sa mission s'est terminée vers 2015, qui a détecté des choses. Donc c'est grâce à cette mission qu'on sait qu'il y a une magnétosphère assez exotique, et donc d'où l'orbiteur magnétosphère. On a aussi détecté des cratères très très profonds avec très potentiellement de l'eau au fond, des cratères dont le fond est toujours à l'ombre, donc potentiellement de l'eau au fond de ces cratères. Donc il y a beaucoup de questions scientifiques sur Mercure. Donc elles sont un petit peu listées ici. Donc comment cette planète s'est créée, son évolution, sa structure. J'ai parlé de sa magnétosphère, les origines aussi de ce champ magnétique un peu particulier. J'ai parlé de l'eau gelée. Et aussi, c'est la première fois qu'on aura une orbite, je ne l'ai pas dit, mais plutôt polaire. Donc on va pas une orbite dans le plan
dans lequel les planètes tournent autour du Soleil, mais plutôt perpendiculaires à ce plan. Donc on va voir pour la première fois les pôles de Mercure, et en particulier le pôle sud en détail. Donc je ne vais pas détailler non plus beaucoup, mais comment on fait pour étudier ce genre de planètes? Donc on a une multitude d'instruments, des instruments assez divers. Donc les instruments sur l'orbiteur planétaire, eux, sont plutôt focalisés pour étudier la surface de la planète, avec des caméras, des spectromètres, un accéléromètre pour mesurer un petit peu la répartition des masses, un altimètre laser qui, lui, va faire des profils 3D de la topographie de la planète. Et les instruments magnétomètres, eux, naturellement, sont plutôt des instruments pour observer les plasmas, le type de particules. Donc il y a aussi un imageur spectral, on a des compteurs de particules, on a des instruments qui mesurent les champs magnétiques, etc. Donc voilà la liste complète des instruments. On retrouve souvent ce type d'instruments pour les missions planétaires, avec des adaptations suivant les planètes, mais ce sont quand même les types d'instruments pour les missions planétaires sont assez communs. Donc, je ne vais pas vous détailler complètement cette figure, qui est peut-être un petit peu compliquée, mais je voudrais juste mentionner, donc, cette figure représente les différentes phases de l'orbiteur planétaire autour de Mercure. Et en fait, je veux juste vous détailler le type de contrainte. Alors, vous l'avez peut-être aperçu dans la vidéo, dans l'animation. L'orbiteur tourne, mais il ne tourne pas, il est n'importe comment, si je puis dire. Il a des rotations de temps en temps, il y a les panneaux solaires qui bougent. Donc, en fait, il y a plusieurs types de contraintes. La première contrainte, qui, je dirais, est vitale, c'est d'avoir des panneaux solaires qui sont toujours alimentés, donc toujours de la puissance électrique. Donc, il faut les orienter par rapport au Soleil d'une façon dans laquelle ils peuvent récupérer de l'énergie. Et vous voyez aussi qu'évidemment, il y a aussi des éclipses. Donc il faut trouver un mode de fonctionnement avec des angles sur lesquels les panneaux peuvent être toujours alimentés. La deuxième contrainte qui paraît évidente, mais qui est à prendre en compte, c'est aussi que les instruments soient tournés vers la planète. Parce que si on a des modes d'orientation tels qu'on a des périodes de transition où les instruments sont tournés vers l'espace, pendant des périodes longues, on ne fait pas la mission pour laquelle on a conçu la sonde. Et la troisième contrainte, donc c'est ce qu'on voit par les petites flèches ici, c'est qu'on veut toujours avoir une surface, ce qu'on appelle un radiateur, qui voit l'espace froid pour évacuer les watts, la puissance dissipée par les instruments et par les électroniques et les composants de la plateforme. Et quand on met toutes ces contraintes bout à bout et qu'on regarde la mécanique spatiale, on voit qu'on a des rotations à faire, on doit changer le satellite d'orientation 2 fois par orbite, etc. Donc il y a des contraintes assez complexes juste sur la façon, si je puis dire, de tourner en orbite autour de Bepi, autour de Mercure. Donc je voulais vous montrer juste, je vais être assez rapide là-dessus, sur quelques chiffres, quelques ordres de grandeur. Pourquoi il y a un certain nombre de complexités à aller sur Mercure et à orbiter autour de Mercure. La première, c'est la géométrie, la position de Mercure par rapport au Soleil. Bon, vous savez tous que Mercure, c'est la planète la plus proche du Soleil. Donc on est au plus proche, donc c'est une orbite elliptique, mais quand même proche d'une orbite circulaire. La distance la plus proche au Soleil, c'est un peu moins d'un tiers d'une unité astronomique. Donc 3 fois plus près que la Terre environ, ce qui donne des intensités solaires déjà qui varient assez significativement et qui sont jusqu'à 10 fois supérieures à l'intensité solaire sur la Terre. Alors vous allez me dire c'est très bien, pour les panneaux solaires on n'a pas besoin de très grands panneaux parce qu'on a de l'énergie facilement. Mais en fait on a presque trop d'énergie et on a une énergie qui est assez significativement variable. Un autre point, c'est la surface. Donc Mercure étant proche du Soleil, la planète est chaude, c'est assez évident. La surface de Mercure, elle atteint jusqu'à 450 degrés. C'est une planète on voit la surface directement. C'est pas comme Vénus où on voit l'atmosphère. Et donc on a un rayonnement thermique, un rayonnement infrarouge. Et donc ce niveau de rayonnement thermique, il est significativement élevé. Il est pris en compte, par exemple, quand on développe des satellites d'observation de la Terre. Mais ici, le niveau de rayonnement qu'on a, ça représente 20 fois ce qu'on a sur un satellite terrestre en orbite basse. Donc là aussi, ça chauffe, si je puis dire, et c'est des contraintes à prendre en compte pour les matériaux et pour le design thermique, pour la conception thermique du satellite. Donc c'est un petit peu ce qu'on a déjà vu sur quelques photos. Donc on doit protéger toutes les surfaces externes. Donc on a 2 défis, c'est les protéger suffisamment pour que les composants intérieurs soient en température suffisamment basse. Et l'autre défi, c'est que les surfaces qui protègent, elles doivent résister à ces températures énormes.
Et il y a des surfaces qui sont forcément exposées à l'extérieur. Donc on se retrouve avec des éléments à qualifier à des températures significativement, enfin très très hautes. On a parlé un petit peu des contraintes de propulsion et de la mécanique spatiale. Donc on a une combinaison d'assistance gravitationnelle et de propulsion électrique. Et il faut freiner, donc le freinage, entre guillemets, on doit freiner de l'ordre de 7 km par seconde. Donc c'est des ordres de grandeur assez importants. Et bon, on réalise une bonne partie de ce freinage avec la propulsion électrique. Et enfin, donc, les contraintes thermiques dont on a parlé, c'est ce qui explique la présence des deux modules, donc, enfin, du module du bouclier thermique dont on a parlé, et le module de transfert qui en fait est un module dédié à cette croisière, ce qu'on appelle la croisière, c'est-à-dire le voyage entre la Terre et Mercure, dont on se débarrasse après, puisqu'il n'est plus nécessaire à la mission scientifique au niveau de quand les orbiteurs sont en place. Donc quelques éléments sur un petit peu plus techniques. Donc sur les quelques ordres de grandeur. Donc le satellite en voyage sur Mercure, donc à cette configuration, on a une puissance de l'ordre de 13 kW. Et on a la propulsion électrique qui consomme la majeure partie pendant le voyage, quand elle est allumée bien sûr, donc pendant les plus de 2 ans qu'elle est allumée, qui consomme la majeure partie de la puissance. Donc c'est une propulsion électrique de 10 kW. Donc Bepi a été développé, le développement a commencé il y a une quinzaine d'années. C'était à l'époque un record pour ce genre de technique qui était nouvelle et qui est à haute puissance. Aujourd'hui, tous nos satellites de télécommunications en géostationnaire sont ce qu'on appelle tout électriques, donc en propulsion électrique pour le maintenir à poste en géostationnaire, mais aussi pour le transfert entre l'orbite de transit, donc ce qu'on appelle GTO, vers l'orbite Géo. Et l'ordre de grandeur de la plupart des satellites télécommunications d'aujourd'hui, donc le haut de gamme d'aujourd'hui, c'est plutôt 5 kW. Donc Bepi, pour cette sonde interplanétaire, était et est encore en avance sur la technologie d'aujourd'hui. Donc c'est une technologie spécifique qui a été développée pour ce module. Donc le deuxième point, c'est effectivement les panneaux solaires. Donc aujourd'hui, la sonde est entièrement alimentée par des cellules solaires. Et on a aussi une problématique de protéger les cellules par rapport au Soleil. Donc la première chose, c'est d'avoir des revêtements et des cellules qualifiées à des températures importantes. On y reviendra rapidement. Et le deuxième point, c'est en fait ce qu'on fait, c'est quand on se rapproche du Soleil, les panneaux sont dimensionnés pour marcher, pour être inclinés à peu près à 90 degrés par rapport au Soleil quand ils sont autour de la Terre. Et plus on va se rapprocher du Soleil, plus on va incliner les panneaux pour réduire l'énergie captée par les panneaux et pour réduire leur température. Donc juste un mot sur les panneaux. Donc on a 11 000 cellules individuelles. Donc on a 2 panneaux que vous voyez, donc ils font pour 40 mètres carrés au total. Donc 13 kW, on en a parlé. Et donc ce que je disais, la gestion de l'inclinaison pour limiter la température. Mais vous voyez qu'on limite la température, mais on limite la température à quand même quelque chose comme autour de 200 degrés, 210 degrés. Ce qui reste quand même très très haut par rapport à des panneaux solaires classiques. Donc voilà quelques chiffres sur les panneaux. Donc on a les matériaux, donc les structures sur lesquelles sont montés les panneaux solaires. C'est un petit peu différent des panneaux solaires que vous avez peut-être sur votre toit. Ce sont des cellules en arsénure de gallium, donc plutôt noires, pas bleues comme les cellules au silicium, qui ont une meilleure efficacité. Mais ces cellules ont été... c'est une technologie qui existe et qui est utilisée pour les satellites, mais elles ont été retravaillées et requalifiées pour des gammes de température beaucoup plus élevées. Donc sur les matériaux ici, et sur les cellules. Donc vous voyez les matériaux qui vont jusqu'à 500 degrés. Donc une des problématiques, c'est ce qu'on appelle les substrats, ce sont les structures sur lesquelles sont montées les différentes cellules. Donc en fait, ces panneaux sont entièrement en carbone, donc ce qu'on appelle sandwich. Donc vous avez des faces de carbone et à l'intérieur, vous avez l'équivalent d'un nid d'abeille qui est aussi en carbone. Et donc sur l'orbiteur planétaire qui voit la haute température thermique de Mercure, on a ce type de structure tout carbone. On a aussi sur les cellules des protections UV, parce qu'un des rayonnements très abrasifs et très contaminants, enfin, qui peut fixer la contamination du Soleil, sont les rayonnements UV.
Bon, on le connaît sur Terre, mais bien atténué. On connaît les méfaits des UV sur Terre, mais qui sont quand même très très bien atténués par l'atmosphère. Quand vous êtes dans le spatial, il n'y a aucune atténuation, et ces rayonnements sont très très compliqués et très très abrasifs pour les différents matériaux. Donc vous avez aussi des diodes de puissance. Donc ça, c'est des diodes pour des hautes puissances qui ont été développées sur des technologies céramiques. C'est quelque chose d'assez récent, mais qui a demandé des qualifications assez poussées. Et on a aussi je dirais des propriétés thermiques. Donc ce qu'on appelle les OSR sont des sortes de miroirs, des miroirs un peu flexibles qui permettent de rejeter la lumière du soleil et de diminuer la température des matériaux qui sont dessous. C'est des miroirs, on va dire, en réflexion partielle. Quelques mots sur la propulsion électrique. Donc on a quatre moteurs qu'on peut utiliser soit individuellement, soit par paire. Et juste pour donner un ordre de grandeur, donc l'ordre de grandeur de la poussée de ces moteurs, c'est de l'ordre on va dire, aux alentours de 100 millinewtons. Donc c'est l'équivalent de 10 grammes d'une feuille de papier, du poids d'une feuille de papier sur votre main. Donc les impulsions sont faibles. Par contre, l'intérêt de la propulsion électrique, c'est qu'on peut la faire marcher pendant très longtemps. C'est à peu près l'antithèse de la propulsion chimique. On a des impulsions très fortes, mais on la fait marcher de façon très courte. Donc en fait, là, la propulsion, donc, dans toutes les manœuvres qu'on a vues, donc si on comprend l'intégrale de la durée de fonctionnement de la propulsion électrique, c'est, comme je l'ai dit, plus de 2 ans. Donc on a aussi un des défis de la propulsion électrique, ce sont les électroniques de contrôle et de puissance. Donc il y a 2 complexités. La première, c'est de faire des tuyères, si je puis dire, électriques performantes et bien calibrées. Et la deuxième, ce sont des électroniques qui sont extrêmement complexes pour contrôler ces tuyères électriques. La propulsion électrique marche avec du gaz de xénon. Donc c'est la même technologie dont je parlais qui est utilisée aujourd'hui sur les satellites de télécommunication, par exemple. Sauf que là, on emporte quand même 600 kg de gaz. Voilà un petit peu à quoi ressemblent les 4 tuyères de la propulsion électrique. J'ai parlé un petit peu déjà des modes de fonctionnement des orbiteurs. Donc un mode particulier pour l'orbiteur planétaire, un mode spiné, un mode toupie pour l'orbiteur magnétomètre. Un mode assez complexe qu'on a détaillé un petit peu pour l'orbiteur planétaire. Un autre point dont je n'ai pas parlé, c'est le fait que le satellite doit être extrêmement réactif, extrêmement fiable. En fait, la moindre erreur, en particulier la moindre erreur d'inclinaison, d'attitude, sur ces orbites, on va dire, très chaudes, peut vous amener à monter en température, à avoir des points chauds très très hauts. Et donc, au bout de quelques secondes, vous pouvez griller un équipement. Donc, en fait, ça impose d'avoir des redondances, ça impose d'avoir une réactivité beaucoup plus haute que sur des satellites classiques. Donc ici, on a parlé de la protection après 3 secondes, c'est-à-dire que si au bout de 3 secondes, on a une anomalie, on doit se placer en mode, si je puis dire, secours, en mode de repli, pour préserver le satellite. Et on a un temps de réaction très très court. Donc ça se rapproche un peu des problématiques de voitures autonomes, si je dirais. Voilà. J'espère que la réactivité de la voiture sera mieux que 3 secondes, mais on a quand même ce genre de problématique, ce qui n'est pas le cas sur la plupart des satellites, ou les satellites en orbite terrestre, où là on a des modes de repli, mais on a le temps et on ne cherche pas des autonomies aussi importantes. Et on a aussi cette problématique dans les manœuvres d'assistance gravitationnelle dont j'ai parlé. Donc il faut être extrêmement bien positionné en orientation, en attitude, et en temps, c'est-à-dire au moment où on met la poussée. Donc là, c'est une illustration un petit peu des contraintes thermiques dont j'ai parlé. Donc 10 fois un flux solaire 10 fois plus important que sur Terre, un flux infrarouge 20 fois plus important. Donc les isolations, donc on parle d'isolation multicouche. Ce sont un petit peu, si vous avez déjà vu des photos de satellites, donc c'est les papiers en chocolat, sauf qu'ici c'est des matériaux très particuliers et beaucoup plus résistants et avec beaucoup plus de couches. Donc on a de l'ordre de 50 couches, alors que sur un satellite classique, on a des isolations avec 5-6 couches. Donc on a un écran aussi pour le solaire, etc. Donc c'est partout, on a des problématiques de matériaux et de résistance aux hautes températures.
Donc c'est ce qui est exprimé un peu ici. Donc on a des isolations multicouches, donc qu'on a vu un petit peu, qui voient des températures de l'ordre de 400 degrés, donc beaucoup plus que des choses classiques, et qui ont des matériaux très très particuliers, alors qu'habituellement c'est plutôt du téflon. Là on a des matériaux basés sur de la céramique, de l'aluminium, etc., et beaucoup de couches. Ce qui impose aussi des contraintes de masse, puisqu'on parle de 100 kg juste de protection thermique. Donc la couverture de survie est un peu lourde. Donc les panneaux solaires, on en a parlé, donc ils doivent marcher jusqu'à 190 degrés. On a même des composants qui vont plus haut que ça. On utilise, ce que j'ai dit rapidement, des réflecteurs solaires optiques. Ce sont une sorte de miroir flexible qui permettent de faire descendre les températures des matériaux qui sont en dessous. On utilise aussi des fibres de carbone, ça j'en ai pas parlé, qui sont conductives, donc qui permettent de répartir la chaleur et d'éviter des points chauds, à plusieurs centaines de degrés qui pourraient couper les connexions électriques, par exemple, des panneaux solaires. On a aussi des problèmes sur les antennes. Les antennes donc de communication avec la Terre, donc ce sont des mécaniques assez sensibles, des équipements assez sensibles. Dedans, on a des mécanismes, on a des guides d'ondes, on a des réflecteurs. Tout ça, ce sont des composants assez sensibles. Donc on doit développer des techniques qui doivent résister, avec des couches de protection qui doivent résister assez problématiques. Et enfin, donc, ce que je disais tout à l'heure, donc on a le système de contrôle d'attitude et d'orbite qui, lui, doit être capable de répondre en quelques secondes. Et ça, c'est quand même un défi assez significatif par rapport au satellite lui-même et par rapport à l'ensemble de l'avionique. Donc là, je vais passer un peu rapidement. Donc, qu'est-ce que ça implique? Je ne vais pas détailler ça, mais sur AOCS, c'est le système de contrôle d'attitude et d'orbite en français. On a plusieurs types de modes. Donc sur un satellite classique, on a des modes on va dire opérationnels, des modes de repli, des modes stand-by, etc. On a quelques modes, 5-6 modes, 6 modes. Ici, on a 17 modes. Donc ça vous donne juste une idée de la complexité du développement de ce type de satellite. J'ai parlé de la réactivité, donc on a besoin de redondance. Donc ça veut dire qu'on a plus de redondance, c'est-à-dire qu'on duplique les équipements. C'est-à-dire que si un équipement qui a une panne, on passe sur un autre, le A, le B, le C, etc. On a beaucoup plus de redondance que sur un satellite classique. En général, on a deux équipements, hein, le A, et on passe sur le redondant. Ici, on en a plus, et on a des électroniques très réactives qui permettent de gérer ces redondances. L'autonomie, on en a parlé aussi. Mais il faut être réactif, mais c'est pas facile de communiquer toujours avec la Terre, hein, compte tenu de la mécanique orbitale et compte tenu des distances. Donc le satellite doit être vraiment autonome, et il doit être capable d'être, on va dire, autonome en phase de croisière, donc entre la Terre et Mercure pendant 21 jours, et quand il est en orbite, quand les orbiteurs sont en orbite, de l'ordre d'une semaine. Donc ça aussi, ça implique d'intégrer de l'intelligence et de l'autonomie dans le satellite lui-même. Les communications, les puissances, on en a parlé. Et je n'ai pas parlé non plus, donc on a de la propulsion chimique. Donc la propulsion électrique, elle est utilisée pour la phase de croisière. Et les orbiteurs ont eux-mêmes de la propulsion chimique. Au total, on embarque à peu près 800 kg. Donc le carburant, pour faire rapide, c'est de l'hydrazine. C'est un carburant particulier, mais qu'on utilise sur tous les satellites. Et chacun des orbiteurs a sa propre propulsion chimique pour contrôler sa position sur l'orbite autour de Mercure, sur les deux orbites qu'on a vues tout à l'heure. Il y a aussi d'autres problèmes particuliers, c'est des problèmes mécaniques. Le fait d'avoir un empilement de satellites, comme vous l'avez vu, de blocs, ça impose quelques contraintes. La première contrainte évidente, c'est que on les empile et il faut les séparer. Donc ça implique des contraintes mécaniques de les empiler. Quand on empile au lancement, le satellite, le bloc qui est tout en haut, subit beaucoup plus de vibrations que le bloc qui est tout en bas. Un peu si vous vibrez une poutre par une extrémité, vous voyez qu'en haut, il y a beaucoup plus de vibrations. Donc on doit qualifier à des niveaux plus importants. Et après, on doit aussi avoir des mécanismes fiables pour les séparer eux-mêmes. Donc ça, et on sépare des mécanismes dans des conditions compliquées, avec des masses importantes. Donc ça, c'est une première contrainte. Et il y a une autre contrainte qui, elle, est peut-être moins évidente, c'est quand on sépare des surfaces qui sont liées entre elles, mais quelque part, on crée des trous thermiques. En fait, il y a les parties qui étaient elles-mêmes cachées parce qu'elles étaient liées se retrouvent exposées au rayonnement,
et elles ne sont pas forcément isolées thermiquement. Et en fait, on a des mécanismes qui recréent, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui recréent, qui rebouchent ces trous pour que les satellites séparés restent isolés thermiquement sur l'ensemble des surfaces, y compris la surface qu'on vient de séparer. Donc les mécanismes, ça ressemble un petit peu à ça. Donc il y avait différents types de mécanismes. Et vous imaginez que comme ce mécanisme, chaque mécanisme, si on a une panne sur un seul de ces mécanismes, l'ensemble de la mission est mise par terre. Vous imaginez le niveau de robustesse et de fiabilité qu'on impose à ces mécanismes. Donc là, c'est le fonctionnement du satellite global. Donc un satellite, c'est la même architecture qu'un satellite générique, sauf qu'il y a quand même une complexité. C'est que vous avez un module de transfert. Donc là, on a les panneaux solaires, on a ce PPCDU, c'est une électronique qui contrôle la puissance. Et après, on doit se séparer et on a les deux orbiteurs. Donc un orbiteur planétaire avec son propre panneau, avec son propre système donc qui devient un sous-satellite, mais qui doit être complètement autonome. Et un orbiteur magnétosphère qui lui aussi a ses panneaux montés sur son corps et qui doit être complètement autonome. Donc en fait, en termes de contrôle, vous avez le cerveau du composite qui est placé dans l'orbiteur planétaire. On n'a pas besoin de mettre le cerveau et on ne veut pas mettre le cerveau dans le module de transfert parce qu'on va se séparer de lui à l'arrivée sur Mercure. Donc on a le cerveau central qui est ici. Après on a, je dirais, un plus petit cerveau qui va être local pour l'orbiteur magnétosphère. Et le jour où on sépare le module de transfert, eh bien, chaque orbiteur devient autonome avec son panneau solaire, son électronique dupliquée de contrôle de puissance et identique pour l'orbiteur magnétosphère. Donc en fait, on a une architecture qui est le même principe avec des panneaux solaires, une électronique de puissance, un ordinateur de bord et un système de propulsion pour contrôler l'altitude, qui doit marcher sur le composite et après qui doit marcher de façon un petit peu fractale sur chacun des composants, sur les deux orbiteurs. Donc, je ne vais pas rentrer forcément dans le détail de chaque boîte, mais le principe est un petit peu particulier par rapport au fait que le module transfert est géré et commandé par le cerveau de l'orbiteur planétaire. Un point important quand on fait des développements spatiaux, c'est les vérifications et les vérifications en environnement spatial. Donc le satellite, comme on l'a vu, a été lancé en 2018 et on voit qu'on a déjà fait des essais sur des modèles de développement plusieurs années avant. Donc il y a ici le type d'essai qu'on représente ici. Donc ici vous reconnaissez l'orbiteur planétaire et il est mis. Donc là c'est un modèle de développement STM, ça veut dire modèle structure et thermique, mécanique et thermique, donc représentatif. Et on le met donc le LSS, c'est un simulateur solaire qui est situé à l'Agence spatiale européenne en Hollande, et il reproduit le flux solaire, et il peut concentrer le flux solaire. Donc en fait, ce test, on a reproduit l'intensité solaire, donc 10 fois supérieure à celle de la Terre, qui a éliminé le modèle structural et thermique de l'orbiteur, pour vérifier que sous ces conditions-là, on avait bien les températures qu'on prédisait. Parce qu'on aurait un petit problème si on prédisait d'avoir les équipements à 30 degrés et qu'ils soient un petit peu plus hauts. Et effectivement, on a eu ce genre de souci sur certaines parties qu'on a reprises. Parce qu'en fait, on travaillait sur des températures tellement élevées et des caractérisations tellement élevées qu'on était un petit peu à la limite de ce qu'on faisait et de ce qu'on connaît très bien, du domaine qu'on connaît bien pour les satellites classiques. Donc ce test en environnement final, complet, avec des conditions réelles, c'est vraiment très très important. Ça coûte assez cher, mais c'est vraiment très très important. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la myopie de Hubble télescope. Mais un jour, quelqu'un a dit à la NASA, on n'a pas besoin de faire un test complet end-to-end du télescope. Et on est arrivé avec le télescope avec une aberration sphérique importante, une aberration. Donc en gros, le télescope était flou. Et ils ont relancé une deuxième mission avec la navette pour mettre un instrument en plan focal qui corrigeait cette myopie. Donc des tests en environnement représentatif, c'est vraiment très très important. Donc là, on a parlé de l'environnement thermique, donc l'environnement solaire. Ici, on a un test toujours sur le modèle, là c'est sur le modèle du composite complet, modèle mécanique et thermique, sur un pot vibrant où on reproduit l'environnement vibratoire sous le lanceur. Donc
Vous avez tous vu, je pense, des vidéos de lancement. Et en fait, les niveaux vibratoires et acoustiques générés au niveau d'un lancement sont très élevés. Et donc, on doit vérifier tous ces niveaux. C'est encore plus critique dans un satellite empilé comme cela. Comme je disais, ce qui est là-haut, donc le lanceur, la fixation mécanique, c'est ce qu'on voit ici par rapport au lanceur, est ici. Donc, les niveaux vibratoires arrivent par le bas. Après, vous avez le niveau acoustique qui arrive par l'ensemble, mais les niveaux vibratoires arrivent par ici. Donc, en haut, ça vibre vraiment beaucoup. Il y a des facteurs d'amplification. Et là aussi, on a des modèles, mais on doit vérifier qu'on prédit et on a bien les niveaux de vibration corrects tout là-haut. On a aussi des modèles, donc j'ai parlé de la réactivité en 3 secondes, etc. Donc on a des modèles fonctionnels où on reproduit, par exemple, différents événements, différents types de pannes sur certains équipements et la réaction du logiciel de bord et du cerveau, comme je l'ai appelé tout à l'heure. Donc on a tout ce type d'essais avant vraiment de lancer le satellite. Donc ici, je parlais des environnements acoustiques, donc c'est pour faire simple le bruit au lancement. Et là, on est dans une chambre, ce qu'on appelle anéchoïque ou acoustique, où on a des haut-parleurs ici, qui sont des très très gros haut-parleurs, qui reproduisent le niveau sonore du lanceur sous la coiffe. Donc des niveaux sonores je veux dire, dangereux pour l'homme. Hein. Il n'y a pas question de rester dans la chambre quand on fait ce type d'essai, mais le matériel, lui, doit résister. Et donc la fin du développement se termine sur le pas de tir à Kourou, où il y a un certain nombre d'activités. Donc vous voyez ici que le satellite est arrivé fin avril pour un lancement en octobre, donc il y a pas mal d'activités. Le fait qu'on ait un empilement ici fait qu'on a une campagne de lancement un peu plus longue et un peu plus complexe. Donc le satellite est arrivé, si je puis dire, un peu en kit, c'est-à-dire les différents modules séparés. Donc il a fallu les intégrer. Ce qu'on fait aussi à la fin d'une campagne de lancement, c'est remplir les réservoirs. On ne voyage pas avec les 800 kg d'hydrazine et les 600 kg de gaz pour le transport. Et on fait tout un tas de vérifications dites fonctionnelles, donc le fait que le satellite fonctionne correctement, que le logiciel fonctionne correctement avant le lancement. Et on voit ici qu'on a intégré tout à la fin la protection thermique et qu'on a fini les couches de protection thermique. On a fini la couture ou la liaison des protections thermiques tout à la fin, une fois qu'on était couplé et installé sur Ariane 5. Pour être absolument sûr qu'il n'y ait pas de fuite thermique, donc il n'y ait pas de trou en fait, entre les différentes couvertures. Voilà juste une photo, donc une fois que pendant l'intégration du satellite. Ce n'est pas toute l'équipe, hein, c'est juste quelques personnes. On a une équipe un peu plus importante que ça pour une campagne de lancement en fait. Hein. Là, c'est la dernière photo, donc dans le bâtiment où en fait Ariane 5 est monté dans un bâtiment et le satellite est intégré au sommet du lanceur. Et là, ce que vous voyez, c'est la coiffe d'Ariane 5 qui vient se mettre sur le satellite pour le protéger. Et après, Ariane est transféré, vous avez peut-être vu des images, est transféré sur le pas de tir à peu près 1 ou 2 km par un gros chariot. Le lanceur est transféré de façon verticale. Voilà, première image qu'on a eue dans l'espace. On a des caméras installées sur le satellite. Donc, je n'ai pas parlé de la séquence de lancement, mais quand Bepi a été lancé, donc, il y a des stations sol qui traquent le satellite, qui suivent le satellite. Et il faut attendre 40 minutes pour avoir le premier contact. Donc, le lanceur sépare le satellite, lance le satellite. Et après, il faut attendre 40 minutes, ça s'est passé au-dessus de l'Australie, pour avoir le premier contact avec le satellite. Donc il y a un petit peu 40 minutes d'angoisse. Donc on a eu ce premier contact, et à peu près 1h30 après, suite à ce premier contact et ces premières communications avec le satellite, 1h30 après le lancement, on a eu les signaux comme quoi les panneaux solaires ont bien été déployés. C'est une des premières choses qu'on fait pour tout satellite, c'est dès qu'on peut, c'est déployer les panneaux solaires, mais c'est évidemment pour avoir de l'énergie. Et donc là, on a la preuve que les télémesures nous ont dit la vérité, que les panneaux solaires sont bien déployés et bien orientés. Vous voyez le soleil qui réfléchit ici, donc bien orienté vers le soleil. Donc juste pour terminer, je vais parler un petit peu de la structure du programme. De ce genre de programme, vous imaginez, ce sont des grands programmes internationaux. Donc là, c'est un programme à une portance importante européenne. Donc on a l'ensemble du système est développé par et pour l'Agence spatiale européenne. Airbus est maître d'œuvre.
Et l'orbiteur planétaire est aussi développé par pour l'Agence spatiale européenne. Et l'orbiteur magnétosphère, dont on a parlé, est une fourniture de l'Agence spatiale japonaise, la JAXA. Donc c'est une collaboration internationale, européenne, très européenne, mais aussi internationale, en particulier avec le Japon. Donc, sur ce genre de grands programmes, il y a beaucoup d'industriels et de scientifiques impliqués. Donc au niveau de l'organisation industrielle, nous avons notre site en Allemagne qui a été le responsable système, le site en Angleterre qui a travaillé sur les parties mécaniques et toutes les parties propulsion, collaboration allemande et hollandaise sur les panneaux solaires, et la France a travaillé sur ce que j'ai appelé le cerveau, donc les systèmes de contrôle d'attitude d'orbite et tous les logiciels associés, tous les logiciels embarqués. Et on a des partenaires en Italie sur les systèmes de puissance et l'intégration. Et donc il y a plus de 80 sociétés qui ont participé à ce programme. Là, vous avez une idée de l'ensemble des pays qui ont pu participer. Et il y a aussi également quelques fournitures hors Europe, donc au-delà de l'orbiteur, hein, sur certains équipements aux États-Unis et au Japon. Mais la grande partie du programme est européen, avec pas mal de pays, comme vous le voyez, qui sont impliqués. C'est un petit peu le cas pour l'ensemble des grandes réalisations européennes, que ce soit des sondes interplanétaires ou que ce soit des sondes scientifiques, des observatoires. Voilà un petit peu un panorama de ce qu'on a réalisé ou ce qu'on est en train de réaliser chez Airbus sur les sondes planétaires. Donc il y a déjà quelques années, on a réalisé des sondes dites Vénus Express et Mars Express. L'idée, c'est pas d'aller plus vite pour aller sur Vénus ou sur Mars, mais c'est de les développer plus vite. Donc c'est des sondes qui avaient été développées dans un schéma avec des instruments scientifiques qui, pour la plupart, existaient, qui ont été réutilisés. Et l'idée, c'était de développer des satellites pas trop gros et pour aller rapidement sur ces planètes. Donc on a parlé bien évidemment de Bepi Colombo. J'ai évoqué très rapidement donc la sonde que nous sommes en train de développer pour aller vers Jupiter. Pareil pour l'agence européenne avec un consortium de 50 à 60 sociétés qui visitera les lunes de Jupiter principalement, les lunes glacées de Jupiter, d'où le nom. On développe aussi une sonde qui va aller plus regarder le Soleil. Donc ça, ce sont pour les sondes interplanétaires. Et il y a aussi des grandes missions scientifiques. Donc on appelle plutôt des observatoires pour l'Agence spatiale européenne. Donc on peut citer Gaia, qui est une mission d'astrométrie qui vient de sortir un deuxième catalogue d'astrométrie extrêmement fine, je pense la plus fine au monde, pour la cartographie des étoiles de la Voie lactée, avec beaucoup de sciences qui sortent de ces catalogues. Donc l'ISA Pathfinder, qui était une mission technologique, de démonstration des briques technologiques pour un futur observatoire d'ondes gravitationnelles qui s'appelle LISA, sur lequel on commence à travailler avec l'Agence spatiale européenne également. Et je crois que vous auriez juste après une présentation sur les ondes, l'intérêt de l'observation gravitationnelle. Donc voilà un petit peu le panorama très rapide des missions scientifiques. Donc la plupart, si ce n'est la totalité, sont développées en collaboration européenne avec l'Agence spatiale européenne. Donc, ce qui est intéressant sur cette planche, c'est que en fait, les domaines ne sont pas cloisonnés. J'ai parlé un petit peu tout à l'heure des satellites de télécommunication. Donc là, on a parlé de sondes interplanétaires, mais les technologies qu'on utilise peuvent aller d'un programme à l'autre. Donc j'ai parlé un petit peu de la propulsion électrique. C'est vraiment la technologie phare aujourd'hui et importante sur les satellites de télécommunication. Mais aussi on a des technologies sur je dirais des observatoires comme Gaia. Le fait, enfin vous avez, j'imagine, tous entendu parler, je n'ai pas cité là, de Rosetta, qui a été développé déjà il y a assez longtemps. Donc toutes les techniques d'autonomie et de navigation développées sur Rosetta, ça nous aide quand on veut avoir un satellite qui est fiable et qui est capable de réagir en 3 secondes. Voilà, il y a d'autres technologies citées ici, mais le message, c'est qu'effectivement, même si on a l'impression que les missions sont très différentes, derrière la technologie, ce n'est pas cloisonné, il y a des réutilisations, des couloirs, des collaborations entre des différents domaines. Voilà, donc j'en ai à peu près terminé. Donc
Je voulais juste rappeler que Bepi, c'est la première mission, je ne sais pas si je l'ai dit, européenne qui ira vers Mercure. Donc il a juste commencé son voyage et donc on lui souhaite bon voyage.